Bonjour à tous, j'ai choisi de faire une toute nouvelle série dans une voiture. On a remarqué que sur internet il y a énormément de personnes qui font des vidéos dans des voitures. Et ce qui est intéressant dans la voiture, c'est qu'on est dans un espace qui est un peu une bulle. On est dans quelque chose qui se déplace, dans un mouvement, en train de faire en quelque sorte un voyage. On est confortablement installé, hein, c'est insonorisé. Donc c'est pas trop mal et je trouve que c'est pas mal pour une première vidéo en tous les cas pour parler de ces aspects du raisonnement binaire et du raisonnement ternaire. Je voudrais là parler un petit peu de ma démarche, vous dire à tous que c'est l'une des vidéos qui est l'une des séries en tous les cas qui va être le plus passionnant pour moi puisque le docteur François Chabot m'observait depuis un certain temps et que tout simplement il était en train de m'observer dans tout un rituel, dans tout un processus qui est en rapport bien sûr avec sa thèse et que du coup il m'a saisi à un moment donné où je commençais à exprimer dans la vidéo Transcendance ce que je pouvais être en train de vivre avec mes mots, c'est-à-dire que moi je ne suis pas psychologue ou psychiatre, mais j'essayais d'expliquer avec mes mots ce que j'étais en train de vivre et faire une comparaison par exemple avec Alain Soral ou comment dire, Emmanuel Macron. Donc ce sont des phases par lesquelles on passe. Et il ne m'a jamais rien dit sur cette phase de très précis, c'est-à-dire qu'il a attendu que j'en parle moi-même. Donc il y a toute une démarche, je trouve, en tous les cas, chez monsieur François Chabot, qui est très pédagogique. Je tenais à le remercier parce que, vous le savez, vous tous qui êtes sur Internet, il y en a très peu qui osent se montrer, s'afficher, parce qu'il y a des risques, parce que justement on va en parler dans cette série du raisonnement binaire, quand par exemple on vous stigmatise de complotiste, qu'est-ce qui se passe? Et ça va pouvoir, en tous les cas je l'espère, cette série de vidéos, répondre à cette problématique de raisonnement, comment on interagit avec les autres en fonction d'un raisonnement ou d'un autre, comme par exemple suite à ces premiers échanges avec le docteur François Chabot, j'ai commencé avec le peu d'informations qu'il m'a donné sans lire sa thèse, à revoyager dans le passé. Et vous le verrez à la fin, je vous mettrai une vidéo où vous comprendrez qu'en fait on retrouve ces phases, ce qu'explique le docteur François Chabot, dans la mythologie, dans l'alchimie, on va le retrouver dans le tarot, comment dire, on le retrouve vraiment des phases scientifiques, hein, des phases psychologiques, de mutation, de transformation de soi-même. On les retrouve vraiment un petit peu partout. Alors à la fin, je vous mettrai un montage du tarot qui vous expliquera parfaitement la phase dans laquelle je suis. Et vous êtes nombreux, en tous les cas, je vous observe moi aussi, puisque du coup, j'expliquais, on a tendance à stigmatiser les autres de moutons. Ben, j'ai envie de dire que je suis à ce moment-là le mouton du docteur François Chabot. Voilà, donc c'est pour ça que je n'aime pas utiliser ce terme, parce que ce n'est pas un terme... moi qui ai fait beaucoup de vidéos sur la perversion narcissique et comment elle te rabaisse, l'utilisation de mots et tout ce qui peut te blesser. Par exemple, dans un travail de plusieurs années personnelles que j'ai fait avec une amie qui enseigne à l'université, ça a été l'une des premières choses sur lesquelles elle m'a sensibilisé, c'est que arrivant d'une famille toxique, ayant vécu de nombreuses années dans un orphelinat, une forme de pauvreté relationnelle avec les autres, j'étais quelqu'un qui vannait les autres. C'était pas méchant. Mais je pensais que ça me donnait une certaine prestance. J'étais dans la croyance, je croyais des choses de moi. Et puis j'ai arrêté de vanner les autres parce que j'ai compris qu'en réalité, souvent ils rigolaient, mais ils étaient en réalité blessés. Et c'est dans cette phase aussi où tu commences à ne plus être dans la croyance par rapport à toi-même, tu n'es plus dans la croyance par rapport aux autres et par rapport au monde dans lequel tu vis, tu entres dans la connaissance. Alors pour partager un petit peu de ce processus, je voudrais vous mettre ici un petit montage, je ne donnerai pas d'explication, je vous mets ce petit montage et je vous retrouve juste après. Donc il y a un homme qui a changé ma vie, il s'appelle Gambat.
Lui, il est éleveur de rennes, il vit dans la taïga, en Mongolie, et sa vie est assez simple en fait, hein, puisque effectivement, il fait des transhumances en permanence, donc ado de rennes, c'est un des rares sur la planète. Il passe son temps à changer d'habitat, donc il a une petite tente comme ça, il transporte pas grand-chose. Et un jour, comme ça, il m'a pris presque par le col de manière virtuelle, parce qu'il me dit « Alors, on n'est pas bien là ?» Et on était en train de faire un feu, on venait de faire partir les loups qui pouvaient manger ces rennes. Et donc c'était évidemment pas banal. Et quand il me parle à moi, je me suis rendu compte qu'il parlait à tous mes amis, qu'il parlait à tous ceux que je connaissais dans le monde occidental. Il parlait pas qu'à moi en fait. Et il me dit, alors on n'est pas bien là? De quoi on a besoin? Waouh, sacrée question. Et il me dit, mais c'est ça le bonheur. Regarde, on est là, on profite de l'instant présent. Et là, physiquement, il a son langage corporel, comme ça, il s'allonge par terre. Et il me dit, vas-y, étale-toi, mets-toi bien, etc. Et je me sentais coincé en fait. Et je me sentais anxieux en fait. Et je me sentais beaucoup moins libéré que lui. Donc ce qui était fascinant, c'est que cet homme-là ne savait pas que j'étais en train de m'interroger sur toutes ces questions. Lui, il me raconte que les moments les plus heureux de sa vie, c'est quand il part seul dans la forêt avec un renne et une théière. Et je me rends compte qu'en fait, il n'est pas en train de faire semblant, quoi. Il est en train de parler d'un ressenti, un contentement que moi je connais pas. Assez rapidement, j'ai fait l'expérience de ce qu'il racontait. C'est-à-dire que j'ai été seul, parce que j'avais beaucoup voyagé, mais pas seul. J'ai été seul, dormir dans la nature, et comme il le faisait lui, en fait, hein. Et moi, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais évité d'être seul. Parce que, au fond, je passais mon temps à m'intéresser aux autres. C'était sans doute pour pas m'intéresser à moi-même. J'étais toujours dans l'action. Alors, j'avais plein de satisfactions, mais j'étais plus dans le faire que dans l'être. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, grâce à Gambat, que je fuyais quelque chose. Et je fuyais les émotions négatives. C'est-à-dire qu'au fond, comme nous tous, j'avais peur, je sais pas, si j'étais seul, je pense, hein, je le dis maintenant, parce que maintenant j'adore ça, mais je le dis rétrospectivement, je pense que j'avais peur en étant seul, je sais pas, d'être submergé par une tristesse, des émotions du passé, par des peurs. J'ai découvert que être dans l'instant présent, comme il me le recommande, en fait, j'y arrivais pas. Et puis j'ai découvert même grâce à des neurologues que c'est pas très naturel pour nous les humains d'être dans l'instant présent. En fait, notre cerveau, notre cortex préfrontal passe son temps à organiser les choses, etc. On a je sais plus combien de pensées à la minute. Et donc j'ai suivi un entraînement intensif. Alors au début ça se présentait comme un truc anti-stress, ça tombait bien. Moi j'étais quelqu'un de très anxieux qui avait du mal à apprécier l'instant présent parce qu'il passait son temps à penser aux soucis d'après. Et puis en fait, ce qu'on m'avait pas annoncé tout de suite, c'est que c'était de la méditation. Alors moi, la méditation, je faisais partie de ceux qui confondaient la méditation et la lévitation. Donc c'était quelque chose qui me concernait pas. En gros, pour moi, sur Terre, il y avait des gens qui étaient dans l'action, et puis des gens qui pouvaient passer du temps à méditer devant un poster de Bouddha. Alors j'avais choisi l'action. Et puis j'ai découvert en fait qu'on pouvait être encore mieux dans l'action. Et donc la méditation, c'était simple, c'était de la météo intérieure. C'est-à-dire que moi, avant de sortir, comme tout le monde, je regarde le temps qu'il fait dehors pour me couvrir s'il pleut, etc. Et la méditation, finalement, c'est une méditation laïque. Alors j'y tiens beaucoup en fait, hein. C'est une technique qui a été aux États-Unis propagée par un garçon qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui est un scientifique, et en France par un homme qui s'appelle Christophe André, qui est un psychiatre. Donc c'est important pour moi qu'il ait plein de diplômes. J'avais pas envie d'un truc trop barré, j'avais pas envie de faire confiance à n'importe qui. Et j'ai découvert cette technique. Mais c'est vraiment une technique qui demande de l'entraînement, hein. C'est-à-dire qu'il suffit pas de savoir comment ça marche. Moi, j'ai plein de potes qui ont des abdos incroyables, ils m'expliquent comment ça marche, et j'ai beau savoir, j'ai pas les abdos. Parce que je fais pas l'expérience. Donc, j'ai commencé à faire les expériences de la méditation, et j'ai été très loin, puisque je me suis retrouvé à faire une semaine de silence. C'est-à-dire une semaine pour aller à l'intérieur de soi. Alors, c'est l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais vécue, et du coup, ça change toute ta perception du réel. C'est aussi simple que ça. Et je me suis rendu compte que ce qu'on appelle le réel, c'est nos perceptions. Il n'y a pas que notre regard, mais il y a plein de sens. Notre ressenti, on fait pas très attention à notre ressenti. Moi, j'étais plutôt un cérébral. Alors, j'ai pas dit un intellectuel, mais un cérébral. Et je faisais pas assez confiance à mon intuition, à mon ressenti. Et depuis que je fais confiance à mon ressenti, alors ma vie, elle est plus chouette. Parce que d'abord, vous faites le tri. Les gens toxiques, il y en a plein autour de nous, on s'en rendait pas compte. Des activités toxiques. Il y avait des tas de trucs où je me sentais pas bien, mais je croyais qu'il fallait faire ceci ou qu'il fallait faire cela. Et puis surtout, la perception du monde, c'est ce que je ressens à l'instant T. J'ai compris qu'il n'y avait pas autre chose. J'ai compris qu'en fait, le passé n'existe pas, on peut y aller ensemble, enfin voilà, à part dans les films, on sait pas faire. Le futur n'existe pas, et le seul truc qui existe, c'est ici et maintenant. Alors du coup, qu'est-ce qui est important? C'est ici et maintenant. C'est aussi basique et presque... c'est implacable en fait. Et donc du coup, j'ai vécu cet entraînement à être dans l'ici et maintenant. En fait, je me suis rendu compte qu'avant, je passais mon temps à fuir mes émotions négatives, alors par tous les moyens, hein, boire un coup, faire la fête, aller au cinéma, etc. Alors que là, j'avais plus envie de les fuir, j'avais envie juste de les observer. Parce qu'en fait, les chercheurs ont expliqué que quand on observe une émotion, ça s'appelle la diffusion.
c'est presque pas ça la désactive. Observer ce qu'on ressent et pas le fuir. Donc ça, pour moi, ça a été extraordinaire. Ça apprend tout simplement à se recentrer, à savoir qui on est, et un peu plus, évidemment, c'est un chemin. Et puis ça apprend surtout à faire, moi ça m'a appris à faire attention à mes besoins. C'est-à-dire, c'est quoi mes vrais besoins? En fait, on se rend compte qu'ils sont pas énormes. C'est pas énorme. Et cette méditation vous promet pas le bonheur ni la fin de la souffrance. La méditation laïque que j'ai découvert, moi, ça m'a promis juste l'idée que quand ça allait pas bien, je devais observer ce que je ressentais. C'est tout. Se recentrer sur l'instant présent, moi, ça m'a appris à me sentir bien. Alors ça peut paraître égoïste. Et puis les chercheurs m'ont expliqué un truc incroyable. Vous savez, quand on prend l'avion, moi j'avais été choqué la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 20 ans, parce qu'on nous dit en cas de dépressurisation, eh bien les masques à oxygène vont tomber. Et la consigne qu'on nous donne, c'est vous d'abord avant d'aider qui que ce soit. Et je me souviens, la première fois que j'ai entendu ça, je dis ah bah super, moi d'abord, les autres on s'en fout. Mais c'est une métaphore sur la vie. Comment vous voulez aider les autres si vous n'allez pas bien? Donc je me suis senti moins coupable de m'occuper de moi. Il m'arrive donc dans la vie, à un moment donné, d'entrer dans une phase où, d'un point de vue psychologique, il y a un combat qui se passe à l'intérieur de moi-même. Vous voyez, là, je fais vraiment une vidéo sans avoir lu la thèse parce que je veux vous apporter des mots d'un patient, des mots de quelqu'un qui a vécu quelque chose, avec des mots simples, pour qu'on puisse, les uns et les autres, superposer cette vidéo à notre raisonnement actuel. Ensuite, j'irai vers, beaucoup mieux comprendre cette phase, être beaucoup plus capable de l'expliquer, utiliser des mots qui résument parfois toute une situation avec un seul mot, mais c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Et je préfère le vivre un petit peu comme une initiation entre nous, où je vous partage de mon évolution au fur et à mesure dans cette série. Donc là, vous voyez, là je me positionne en tant que patient. On a vu dans le petit montage qu'en fait, on peut arriver à un moment donné de sa vie, au travers de rencontres, d'influences, vivre un processus et qu'on retrouve justement donc dans l'alchimie, le tarot, la mythologie, etc. Donc le docteur François Chabot a fait ce travail-là de rassembler les connaissances ancestrales que l'on retrouve également même dans la franc-maçonnerie, c'est-à-dire qu'il a tout rassemblé et expliqué d'un point de vue scientifique quelle est en fin de compte cette phase par laquelle on peut passer, où certaines personnes restent coincées et peuvent aller jusqu'à la folie. C'est-à-dire que quand je vis mon arrivée sur Internet, je suis dans cette phase presque de folie, où il y a une pression extraordinaire qui est là, et je suis dans un combat donc intérieur entre croyance et connaissance. Alors je ne vais pas utiliser ce schéma pour expliquer les choses, je préfère prendre un schéma plus simple. Il y a vraiment la croyance et la connaissance. Ça veut dire que tout ce que tu peux croire de toi, tout ce que tu peux croire des autres, tout ce que tu peux croire de ce monde, et ainsi que tes croyances, en parlant de spiritualité et de croyances religieuses, peuvent t'influencer à des moments où tu as besoin de réponses, tu as besoin d'être cohérent, tu n'en peux plus de ta vie. Tu as beau réussir les choses, c'est-à-dire je réussissais les choses, je réussissais d'un point de vue professionnel, mais je réussissais d'après un modèle économique, d'après un modèle de pensée, de croyance. Mais tu te dis, mais c'est pas moi que je suis en train de réussir. J'ai un sentiment d'être complètement incohérent, de ne pas pouvoir aller plus loin, de devoir déployer une énergie et une force extraordinaire pour aller contre ta nature. Et puis à un moment donné, il y a un combat qui se met à l'intérieur et tu pètes entre guillemets un câble, tu as des surpressions. Et c'est tout le phénomène que je vais vivre. Pour vous donner un exemple concret, vous avez par exemple dans la précédente vidéo où je parlais justement de l'utilisation du mot mouton en parlant des autres, vous avez quelqu'un qui m'a déposé un commentaire. Et vous allez voir que dans un simple petit commentaire, on peut voir la croyance qui domine dans le raisonnement, on voit cette croyance qui domine, et on voit la pauvreté en termes de connaissances. On voit bien qu'il y a une personne qui est vraiment dans une phase de croyance très très forte, qui la domine, mais qu'elle n'a pas de connaissances. Et c'est lisible dans ce commentaire. Et ce que j'aime bien, c'est l'utilisation de ce pseudo extra lucide, où en fin de compte, la personne, parce que je m'intéresse à Baphomet, s'intéresser, c'est être un esprit scientifique, ça veut dire que tu n'es pas dans la croyance, tu recherches de la connaissance, et là tu es stigmatisé de vouloir vendre Baphomet,
et puis t'es sale. Et je ne vous passe qu'un seul des commentaires de cette personne, mais je voulais utiliser ce commentaire pour bien voir qu'en fait, on voit la dominance dans le commentaire de la croyance. Cette personne raisonne le monde, raisonne sa vie, interagit avec le monde, avec la croyance et pas la connaissance. Et quand tu restes bloqué, ça peut t'amener à des comportements très pauvres avec les autres, à des dysfonctionnements avec les autres, parce que tu es complètement dans la croyance et tu n'as pas de connaissance. Il y a donc un immense déséquilibre, en fin de compte, qui se fait dans le raisonnement. Tu n'es que dans ta croyance. Alors ce qui m'intéresse dans la croyance aussi, l'ayant vécu, donc je peux le partager parce que je l'ai vécu personnellement, mais je l'ai vécu avec ma famille. J'ai expliqué dans les vidéos que j'ai été dans une famille de catholiques très pratiquants, très croyants, qui d'une part connaissaient très mal leurs textes et du coup étaient dans le contrôle. On est toujours dans le premier aspect du développement. Je suis dans le contrôle, je me contrôle. Ça c'est le bien, ça c'est le mal. Je vais aller en enfer, etc. Alors tu crées tout un raisonnement où tu restes dans dans un stade primaire du raisonnement, un stade infantile et immature. Pourquoi je vous parle d'immaturité? Parce que l'immaturité, il y a la maturité physique, le corps qui change, mais l'esprit, lui, doit continuer son développement, un petit peu comme un système cellulaire. Vous êtes dans un raisonnement binaire au départ, ça se développe, vous allez entrer dans un développement, et on est dans la dimension là de la matière, dans ces images, mais on pourrait être aussi dans la dimension intellectuelle, psychologique, psychique, etc. Il n'y a pas le développement qui se fait. Et puis ensuite, elle peut passer en mitose, c'est-à-dire dans la division cellulaire elle-même. Si la situation ne le permet pas, par exemple, il y a peu de nutriments, peu de facteurs de croissance présents, la cellule ne rentre pas en cycle cellulaire, elle reste en phase de repos, dite phase G0. Donc j'ai vécu par exemple avec une mère qui était très croyante, elle se contrôlait, et ensuite, il y avait les pulsions qui arrivaient, et elle explosait, elle ne pouvait plus se contrôler. Donc on se libère de ses frustrations. Elle a par exemple failli me tuer plusieurs fois. On était avec une personne qui était complètement incohérente, et qui n'était que dans des représentations, et qui vivait au travers du regard des autres, et qui essayait en permanence de donner une bonne image d'une bonne mère, mais en réalité... dans l'environnement familial clos de la famille, ça se passait extrêmement mal, jusqu'à qu'une juge pour enfants me place, et jusqu'à qu'après après un changement d'orphelinat, dans le deuxième orphelinat, on va me protéger un peu plus de ma famille, mais tu ne peux pas en prendre conscience tout de suite. C'est que beaucoup plus tard que je vais prendre conscience de ça. Ce qui va être intéressant dans la vidéo du tarot à la fin, c'est que vous allez voir que la personne explique qu'on est aussi en train de regarder le passé. Et quand tu fais une psychothérapie, par exemple, tu travailles sur ton passé. Pourquoi tes parents ont été comme ça, comment fonctionne en fin de compte notre organisation, comment elle résonne, comment elle peut nous influencer. Tu vas aller très loin donc dans la connaissance et la compréhension, et tu vas dépasser ces fausses croyances que tu peux avoir de toi-même, parce que tu t'imagines être une chose ou une autre, et en fonction aussi de tout un tas de processus, l'ego, narcisse, tu ne peux pas toujours te dévaluer, non, tu vas essayer toujours à partir d'un point, d'avoir une bonne image de toi, et malgré le peu de connaissances que tu peux avoir parfois. Et puis il faut aller vers ce processus. En tant que patient, en tant que personne qui a vécu les choses, si vous me disiez quelle est la solution pour demain, je dirais la solution pour demain, c'est d'apprendre tous ces processus que l'on retrouve absolument partout, et de nous amener à ça le plus tôt possible, pour que nous puissions vivre ce phénomène de façon graduée et progressive, dans la douceur et pas dans la violence telle que moi je l'ai vécu. Ce qui veut dire que pour moi ça a été vraiment comme une situation de survie, de souffrance, de s'arracher à mes croyances, de s'arracher à ce que je pouvais croire de moi, de s'arracher à tout ce qu'on m'avait obligé de croire à l'école, en famille, absolument partout, et pour arriver à un raisonnement beaucoup plus élevé et aller vers ce développement. Donc dans ce combat entre croyance et connaissance, quand je n'ai pas la connaissance, il y a une phase de pulsion très forte qui monte. Il y a la croyance qui se met en place, tu commences à avoir des signes partout, etc. Et dès qu'une information arrive, elle apaise les choses, et ça rééquilibre les choses entre croyance et connaissance, et peu à peu, là, tu laisses la place à la connaissance. Encore faut-il que cette connaissance soit accessible.
Donc tu peux t'enfoncer dans la croyance et délirer complètement. Et c'est ce qu'on appelle par exemple à Jérusalem, le syndrome de Jérusalem, où tu as des gens qui vont se prendre pour Jésus. Alors moi je me prenais pas pour Jésus, mais tu as un sentiment d'avoir une mission. Tu commences vraiment à aller absolument mal. Ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas, pour ma part, de mission. Nous avons plein de missions, puisque comme je l'expliquais, quand par exemple tu as un déséquilibre dans le couple, il y en a un qui compense. Vous allez compenser parce que l'autre est un peu défaillant dans certains domaines. On le retrouve dans la famille avec des enfants, quand par exemple vous avez un père qui est très absent, qui rend pas heureuse votre maman, ou l'inverse. Il y a les enfants qui essayent un peu de compenser. Dans une entreprise qui risque de fermer, les salariés compensent. Et on a donc cette mission un peu inconsciente à chaque fois d'essayer de compenser les choses. Et on est dans une société où aussi on nous reproche tout de suite d'agir. Alors quand on te reproche d'agir, on va dire t'es un complotiste, t'es ci, t'es ça, et t'es dans une forme des fois de culpabilité à vouloir aller vers les autres. Et dans ce processus que j'ai vécu, c'est le processus d'aller vers les autres. Ce qui veut dire que vous voyez en ce moment sur Internet énormément de personnes se mettre à faire des vidéos qui vont vers, en fin de compte, les 3 grands A dont parle le docteur François Chabot, c'est-à-dire les autres, c'est l'amour et l'art. Ça veut dire que tu es dans la créativité. Mes vidéos, c'est la créativité. Je vais vers les autres, ne pouvant plus les appeler moutons, puisque je suis dans l'amour et je suis dans la compréhension. Ça veut dire que tu es en train de te développer, et toutes ces informations qui sont scientifiques, qui sont de véritables connaissances, agissent sur moi. Et je n'ai plus besoin de me contrôler. Quand je dis je n'appelle pas les autres moutons, par exemple, je ne me contrôle pas. Je définis pas dire mouton, c'est le bien ou c'est le mal. Je n'ai pas envie de faire du mal aux autres. Tu commences maintenant à aimer beaucoup plus les autres. Ça veut dire que les informations agissent sur toi presque, j'ai envie de dire, physiologiquement. Tu es dans un changement fondamental. Tu n'es plus à te contrôler, à rechercher ce qu'il faut dire, etc. C'est l'inverse, puisque des personnes me disaient « trop penser, c'est se contrôler, ce n'est plus agir ». C'est absolument pas vrai. Cette phase, c'est une phase où tu vas rentrer justement à l'inverse dans la créativité, dans l'intuitivité. Tu deviens intuitif, tu deviens beaucoup plus libre, tu comprends les autres. Commençant un petit peu à comprendre les choses, n'ayant pas travaillé sur la thèse du docteur François Chabot pour le moment, on a simplement échangé. J'ai donc voulu faire une vidéo tout de suite dans l'état initial et avancer, évoluer dans cette série. Mais ce qui m'intéresse, c'est que déjà, après les premières informations reçues par le docteur François Chabot, je vais me mettre à faire un travail et je vais repenser maintenant, avec ces informations nouvelles, je vais retourner vers le passé, c'est-à-dire je vais orienter mon regard vers le passé et je vais je vais me repositionner à mon stade d'enfant avec ma relation avec ma mère. Et je retrouve une personne qui est dans le raisonnement binaire, complètement bloquée dans ce processus. Je reprends la relation avec ma grand-mère, par exemple, raisonnement binaire. Et j'ai repris comme ça toutes mes relations de souffrance, toutes les relations où j'ai souffert, j'étais avec des personnes qui étaient non pas dans la connaissance, mais dans la croyance, une certaine croyance d'eux-mêmes, une certaine croyance des autres, une certaine croyance du monde, complètement enfermées dans ce schéma-là, et qui m'ont fait énormément souffrir. Et à partir du peu de changement de ma compréhension, de l'utilisation de ces connaissances, j'ai déjà commencé à utiliser aujourd'hui dans mes relations ce raisonnement, en observant les autres et en pensant à ce raisonnement binaire. Et ça apaise mes relations. Je sais que l'autre est dans un raisonnement binaire, je le comprends, je suis dans l'amour, je suis dans la créativité, je crée une forme de relation adaptée à la situation et ça apaise complètement mes relations et je commence à comprendre beaucoup plus de choses dans ce monde-là par rapport à ce raisonnement binaire. Donc on essaiera aussi dans cette série de voir qu'est-ce qui nous enferme dans ce raisonnement binaire depuis des siècles et qui fait qu'en fin de compte, la situation se dégrade psychiquement jusqu'à se dégrader par exemple en politique. On le voit bien, quand à un moment donné, tu es dans une fausse croyance de toi-même, tu en arrives à avoir des personnages qui se prennent pour des présidents tout en étant dans un mélange de showbiz ou alors dans un mélange en fin de compte de monde de l'entreprise. On a l'impression d'avoir un président qui est le directeur d'une start-up, limite à le voir faire du skateboard ou de la trottinette dans les locaux à Matignon ou à l'Élysée, faire du frisbee par exemple. Et on voit bien que quand tu es dans ce raisonnement binaire, quand tu n'es que
Parce qu'il faut faire attention de ne pas mélanger connaissance, ces cultures générales, et avoir une croyance de toi-même à partir de ces connaissances, une croyance des autres à partir de ces connaissances, une croyance du monde à partir de ces connaissances. Les connaissances, ce n'est pas forcément la compréhension. Donc tu as des gens qui sont cultivés, qui d'ailleurs se prennent, je l'expliquais, il y a des personnes qui se prennent pour leur voiture, hein, vous le voyez, hein, dans leur comportement. Ils ont l'impression d'être immortels, d'être puissants, d'être au volant de leur voiture. Ils se confondent avec la voiture. Et le niveau de culture générale, c'est la même chose. Ce sont des personnes qui se confondent avec leurs connaissances. Mais ils n'ont fait aucun travail sur eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas véritablement, ils ne connaissent pas véritablement les autres, ils ne connaissent pas véritablement le monde. Et ils sont souvent dépourvus d'humilité, par exemple. Ce sont ceux qui t'écrasent et qui sont toujours eux-mêmes dans un raisonnement binaire. Donc quand on parle de connaissance, je parlerai de connaissance et de compréhension, et de se comprendre, de se connaître soi véritablement se connaître, et se voir tel que nous sommes, et aller vers ça le plus possible. Je m'imagine des choses de moi aujourd'hui, mais il y a une part sûrement de réalité, et puis mais ça évolue, je vois que j'évolue. Je pensais savoir beaucoup de choses, hein, quelques jours avant d'avoir ces échanges avec le docteur François Chabot. J'avais une certaine image de moi, et puis là je réalise que je suis encore en train d'apprendre des choses, et puis ça t'amène à encore plus d'humilité, et du coup ça améliore tes relations, ça améliore énormément de choses. On voit bien on est dans l'alchimie, la transformation. Vous voyez, l'alchimie, transformer le plomb en or. Et en fin de compte, il y en a qui vont rechercher dans la matière. Ils pensent que l'alchimie, c'est ça. Alors, ils essayent de mélanger des matériaux. Ils se disent, un jour, j'arriverai avec du métal à faire de l'or. Et il y en a qui finissent par comprendre qu'en fait, il y a tout un processus de changement personnel, d'évolution, et dont la majorité de la population va être privée. Donc, on va se retrouver avec des personnes avec un raisonnement très pauvre. Ces personnes, elles votent, elles prennent des décisions, et ça nous amène dans des situations qui, elles, sont catastrophiques. C'est pour ça que j'expliquais, je ne suis pas pour une révolution violente. Quand tu commences à dire les autres sont des moutons, tu es dans un processus de révolution violente. Tu sépares les autres, tu les divises, et il faut aller vers un processus d'éducation populaire, éveiller les autres. Et il faut que la révolution se passe à partir d'un changement du raisonnement, et mettre une réalité différente en place. Et c'est ce que je suis en train de vivre. Donc maintenant, par exemple, avec le peu d'informations, sans avoir travaillé pour le moment sur la thèse du docteur François Chabot, je commence déjà à voir autour de moi ceux qui sont dans un raisonnement binaire. Ça commence à m'expliquer énormément de choses, donc sur mon passé, sur ma vie actuelle, sur moi-même, sur les autres. Et je l'expliquais, l'incompréhension, c'est la peur, l'incompréhension, c'est la haine, et la compréhension, c'est l'amour. Alors on peut essayer demain d'apporter des changements, donc dans une révolution violente. On peut essayer, on va essayer de contrôler tout compte fait. Alors pour contrôler, on va faire quoi? On va mettre plein de lois, on va mettre de l'idéologie, on va avoir des personnes qui sont dans ce raisonnement binaire qui vont vouloir prendre le pouvoir. Le raisonnement binaire, c'est faire appel à tes émotions, puisque c'est ce que j'essayais de dire dans la vidéo précédente sur le fait de stigmatiser les autres de moutons. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui sont dans un raisonnement binaire, et ce sont des personnes qui font appel à nos émotions, qui contrôlent l'image, qui contrôlent l'information. Donc l'information, les connaissances. Si nous-mêmes, qui voulons rechercher la vérité, qui voulons aider, on est aussi dans le mépris des autres par rapport à des différences. Si nous-mêmes on a les mêmes comportements, qu'est-ce qu'on va remettre en place si ce n'est la même chose, mais en essayant d'améliorer les choses? Je le sais, mais on ne les améliorera pas parce que nous sommes dans le même niveau et les mêmes niveaux de raisonnement et les mêmes comportements. Il faut que nous ayons un comportement complètement différent, mais sans nous contrôler. Ça veut dire à partir d'un tout un processus de changement personnel et d'élévation. On a besoin maintenant de s'élever, élever nos rapports. On a besoin de retrouver un ordre. Aujourd'hui, on a donc les personnes qui ont très peu de connaissances, qui vont très mal. Quand je prends l'expression du fils qui combat le père, c'est la croyance qui combat la connaissance. Et ce processus, si nous le retrouvons à l'extérieur, c'est parce que nous le vivons nous-mêmes à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai vraiment vécu pendant des années ce conflit intérieur entre connaissance et, et croyance. Et j'étais absorbé par les croyances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as pas de réponse à tes questions, alors tu as la croyance et tu te réfugies dans la croyance. Ce processus peut durer des années, c'est un enfer. C'est aussi pour ça que j'ai appelé une de mes vidéos, pour nous amener à ce raisonnement, à cette compréhension, j'ai appelé cette vidéo, le déluge psychique. C'est-à-dire que dans les mois à venir, ce que j'imagine, est-ce que
m'a partagé le docteur François Chabot, c'est qu'il va y avoir une éclosion de personnes qui vont rentrer dans le ternaire. Et des personnes qui, elles, vont rester enfermées dans le binaire. Et ces personnes-là vont devenir complètement dingues. Il va y avoir une autre forme de réalité qui va se mettre en place et ils ne seront pas adaptés. Ça va être beaucoup trop de changements en trop peu de temps, trop violent. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Et là, on va vivre des choses comme ça par rapport à ce raisonnement binaire et le raisonnement ternaire qui vont être exceptionnels. Donc voilà, le raisonnement binaire, c'est vraiment le raisonnement infantile. C'est papa, maman, le bien, le mal, le chaud, le froid, le haut, le bas. Et à un moment donné, tu n'es pas du tout dans la créativité, tu es bloqué. Tu te bloques en adoptant juste le comportement des autres pour te rassurer, tu as besoin de repères. Il y a vraiment le fait de ne pas aller vers sa véritable identité, sa véritable personnalité, sa véritable vocation, et à entrer dans la créativité. Et à partir de là, on crée des solutions, on crée une nouvelle forme de relation, on est dans la créativité, on n'est pas du tout dans le contrôle. Et il y a cette forme d'intuitivité puissante, tu deviens intuitif, tu es aussi dans un changement par rapport à la perception des choses, ça veut dire que ça t'atteint. Toujours dans le langage du patient, là j'arrive pas avec le travail sur la thèse, c'est le langage du patient. J'ai vécu un sentiment de ressentir même les choses autrement au niveau des sens, de tous les sens. Tout se rééquilibre. Du coup, tu deviens logique. Est-ce que ce n'est pas être logique que de ne pas vouloir stigmatiser les autres de moutons, même si eux nous stigmatisent de complotistes? Ils nous stigmatisent de complotistes parce qu'ils sont malades en quelque sorte, parce qu'ils sont bloqués dans le binaire. Et c'est un petit peu aussi ce que j'ai reproché longuement dans mes vidéos. Je vous expliquais que par exemple, si tu fais venir un chaman d'une tribu, il te dira, il ne comprend pas ce qu'on fait nous avec les fous dans les asiles. Il n'y a pas d'asile, il n'y a pas de prison dans une tribu. Qu'est-ce qui s'y passait dans la tribu pour que tout le monde s'équilibre en même temps, même les personnes qui ont des déficiences ou des problèmes divers. Ça veut dire que notre société, elle est violente. On est violent. Alors est-ce qu'il faut être nous-mêmes violents ? Et quand tu vis ce processus, tout se rééquilibre, tes sens, ta perception du monde change, et après c'est fini, tu n'as plus envie d'être violent, tu n'as plus envie de stigmatiser les autres, tu n'as plus envie, tu leur souhaites plus du malheur, puisque tu les comprends. C'est l'incompréhension qui t'amène à la haine, tu ne comprends pas l'autre. L'autre te fait du mal, il est incapable de se comprendre, tu n'es pas un reflet en plus pour l'autre dans le binaire, tu es enfermé là dans Narcisse, c'est moi, tu es dans l'ego, tu n'es pas dans l'autre, tu ne vas pas vers l'autre. Et c'est tout ce processus que j'ai vécu et que vous êtes des millions à avoir vécu. Donc tout simplement, il va y avoir des personnes qui vont tomber sur cette vidéo, qui vont avoir un sentiment de charabia, qui ne vont rien comprendre, qui sont enfermés dans leur mécanisme, dans leur ego, dans leur égoïsme, qui sont vraiment enfermés dans le binaire. Ils vont me regarder, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et il y en a parmi vous qui, je pense, sont nombreux, puisque Internet, c'est aller vers les autres. On va vers les autres, on veut aller vers les autres, on veut communiquer, on veut la vérité, on veut redevenir cohérent. On se dit, mais c'est quoi ce monde qui s'effondre? Dans le raisonnement binaire, le mal devient le bien. Et on l'a vu ensemble, par exemple, je vous ai parlé de la pornographie. Je vous donne un exemple. La pornographie, c'était le mal, et c'est devenu le bien. Pourquoi? Parce qu'on est dans un raisonnement binaire. On n'est pas dans un raisonnement complexe. Et vous ne pourrez jamais avec moi en faire le bien. Pourquoi? Parce que j'aime les autres. Et les autres, c'est toute la souffrance qu'il y a derrière la pornographie. Ce sont les prédateurs. Ce sont des personnes qui vont se faire filmer, elles ont 18 ans. Voilà. Et puis après, quand tu as 30 ans, tu te dis j'ai fait une connerie, puis tu peux pas supprimer les images. C'est des gens qui vont se suicider. Ce sont les maladies qu'il y a derrière. C'est l'ubérisation de la pornographie. Donc en fin de compte, quand tu changes et tu vis ce phénomène, eh ben, tu vas t'intéresser à complètement autre chose et tu vas focaliser ton attention sur d'autres choses. Je focalisais mon attention sur mes fringues, je focalisais mon attention sur le fait que je devais avoir une femme comme ci, etc., une maison comme ça, une réussite comme ça. Et après, tu as ton esprit qui est complètement focalisé sur autre chose. Alors comme tu aimes les autres, tu te dis mais c'est quoi en fin de compte la pornographie? Et là, tu vas véritablement chercher, tu es dans l'empathie et la compassion. Et tu peux plus regarder ces images-là. Parce que tu sais que c'est ces images-là où c'est du voyeurisme, et les autres c'est de l'exhibitionnisme, qu'on va essayer de transformer en produit de consommation. Tu sais que c'est pas vrai tout ça. Et que tu étais dans un raisonnement binaire et tu t'es laissé avoir. Et après, quand tu rentres dans ce raisonnement complexe et dans le raisonnement ternaire, tu es dans l'autre. Tu ne vois que de la souffrance. Et j'ai vécu ce processus entre un état et un autre.
Alors on peut discuter pendant des heures si vous êtes dans un raisonnement binaire, si vous êtes enfermé dans le moi, parce que c'est moi, je veux ma consommation, je veux ma dose physiologique, je veux ma dose de bien-être en me masturbant sur en réalité ce qui s'appelle de la souffrance, de l'incohérence, de la dégradation, de la dépravation, tout ce que vous voulez. Mais c'est ça la pornographie pour moi, c'est-à-dire que j'ai un regard complexe sur la pornographie. Quand je regarde pourquoi je ne vote pas Macron, parce que j'ai un raisonnement complexe. Quand je regarde le personnage, quand je regarde tout ce qui s'est mis en place avec par exemple la presse, je sais que les gens sont dans l'émotion, dans le corps, dans le raisonnement binaire et ils votent. Mais s'ils étaient dans un raisonnement complexe, ils n'auraient pas voté Macron. On voit bien donc toute la problématique de l'humanité tout entière par rapport à ce phénomène du binaire. Toujours en ayant ce langage de patient. Et après, on va essayer de monter. Je vais travailler sur la thèse du docteur François Chabot pour la retraduire de la façon la plus simple possible, parce qu'il y a des personnes qui me regardent qui ont 12, 13, 14, 15 ans. Et j'ai besoin que ces personnes me comprennent et qu'on n'aille pas dans un langage complexe et incompréhensible pour vous qui ne soit pas accessible. C'est d'ailleurs ce que m'a demandé en quelque sorte le professeur, le docteur François Chabot. Il m'a dit tu pourrais rendre ça accessible aux autres avec tes mots, puisque c'est ce que tu essayes de faire depuis des années sur Internet, sans me comprendre. Mais lui me comprenait. Et vous voyez, cette pédagogie, ça a été d'attendre. Il a attendu, il m'a pas dit David, tu vis ça. Il a attendu que je l'exprime sur la vidéo Transcendance. Parce que là, il s'est dit, il va être capable de m'entendre, ça ne va pas le blesser. Et voilà, il y a vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Donc c'est ça, si vous ne comprenez pas ceux qui ne vous comprennent pas, c'est parce qu'ils sont tout simplement souvent dans un sujet ou un autre, dans un raisonnement complètement binaire. Intellectuellement, c'est un pas presque très compliqué et impossible. Ça veut dire qu'il faut énormément de temps, énormément de pédagogie, et on l'a vu par exemple avec, François Asselineau. François Asselineau, tu ne peux pas sensibiliser les gens dans une simple discussion. Ce sont des conférences très longues avec en utilisant l'image, des diaporamas, en utilisant des explications, en utilisant des vérités. On utilise des vérités et on voit les personnes qui vont peu à peu vers François Asselineau, les intellectuels, etc. Mais vous voyez le temps qu'il faut. Alors vous pouvez dire à ceux qui vous stigmatisent le complotisme, vous êtes des moutons. Mais est-ce que ça débloque la situation, ou est-ce que ça crée une tension, ou est-ce que ça crée un conflit, et d'égo à égo? Non, moi je suis pas complotiste, je suis éveillé, et toi t'es qu'un mouton. Est-ce que c'est ça l'évolution que nous voulons? Il n'y a pas d'évolution, c'est pas vrai. J'ai vécu trop de choses pour en parler. Et c'est avec de l'amour, de la compassion, de la patience. Et on aura ce temps-là, je ne crois absolument pas. Il n'y aura pas de fin du monde. Mais maintenant, on est tous éparpillés. Et je suis dans une démarche surtout d'apporter un maximum d'informations à un très grand nombre de personnes. On est tous éparpillés. Puis si demain il arrive quelque chose, ces informations elles seront sauvées. Vous aurez ces informations. Et de là où vous êtes, vous pourrez les rediffuser, aider les autres, etc. Donc voilà, c'est véritablement ma démarche. Mais voilà, le processus... en tant que patient, toujours, je le raconte, c'est vraiment un changement jusqu'à ta physiologie. Par exemple, hier, je discutais avec une amie qui est passionnée de psychologie, et on se le disait ensemble. C'est impressionnant le nombre de personnes qui attrapent des cancers, qui attrapent toutes sortes de problématiques qui sont en lien avec leur raisonnement. Par exemple, j'ai un ami que j'adore, il est cassé en deux. Il a un problème de vertèbre, il peut plus, il est complètement cassé en deux. Hein. Et c'est quelqu'un, je lui disais, lâche un peu prise, il voulait pas prendre sa retraite. Et toujours, il était accroché à sa retraite, à porter des choses, et puis il peut plus porter maintenant. C'est une autre personne ici dans mon entourage qui a un comportement infect avec les autres et qui a chopé un cancer. L'énergie circule pas, il est dans le contrôle, il veut contrôler les autres, manipuler les autres. Il est pas bien, il en a attrapé un cancer, peut-être pas. Mais j'ai un sentiment, en discutant avec cet ami, nous on a le même sentiment, c'est qu'il y a énormément de personnes qui tombent malades autour de nous et qui sont dans des problématiques par rapport au raisonnement. Et le corps, hein, vous le savez, hein, quand vous n'allez pas bien psychologiquement, souvent ça vous affecte au niveau de la santé, de votre énergie, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien. Ou quand vous avez des problèmes de santé physique, ça vous affecte psychologiquement, ça vous affecte dans votre raisonnement, vous devenez aigri, des fois peut-être méchant, vous perdez de la patience. On voit bien que tout est connecté, quoi. Donc, là, je peux le dire maintenant, l'ayant vécu, ayant quelques mots, quelques échanges simplement avec le docteur François Chabot, ça m'a touché jusqu'à physiologiquement.
Je le ressens par rapport aussi à mon appréhension, la façon dont j'appréhende les choses, la façon dont je ressens les choses. Ça m'a resensibilisé. Les dérèglements du cycle cellulaire, on les voit principalement dans le cancer, où il y a un cycle cellulaire trop important, responsable de prolifération des cellules cancéreuses. Quand on regarde une cellule en cycle au microscope, en fait, on va voir deux phases. La division de la cellule en elle-même, c'est ce qu'on appelle la phase de mitose ou phase M, et le temps entre deux divisions que l'on appelle l'interphase. Avec toujours, bien sûr, ces personnes qui vous stigmatisent, eux, de complotistes, qui vous diront aussi « Oui, mais tu es trop sensible, tu te prends trop la tête. » Et on commence à en voir les résultats. On va le voir, parce que je le dis depuis des années, vous allez avoir des scandales sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et on est où? On est dans le moi. Vos acteurs politiques sont dans des raisonnements binaires. Ils sont égoïstes, ce sont des manipulateurs. Et ce monde où le bien devient le mal entre dans la perversion et l'inversion. Ce qui n'est pas possible, je tiens à le dire dès cette vidéo, dans un raisonnement complexe. Dans le ternaire, ce n'est pas possible. Tu n'es pas corruptible, tu ne t'intéresses plus à l'argent, tu ne t'intéresses plus au pouvoir, tu t'intéresses aux autres, tu veux faire évoluer les choses. Alors, dans quelle étape psychologique ceux qui sont dans la situation inverse et que l'on retrouve en politique? Et en vous rappelant que dans ce combat et dans ces forces, les personnes qui sont dans la sagesse ne se vantent pas. Les personnes qui sont dans la sagesse ne vont pas utiliser des méthodes perverses pour obtenir du pouvoir. Donc ce seront toujours les pervers qui auront le pouvoir, et de plus en plus de pervers ou de personnes qui vont mal. C'est pourquoi à la tête des organisations, on est en train de se dire, tout le monde là c'est bizarre, ils sont tous tordus. Mais oui, parce que les personnes saines, elles ne veulent pas du pouvoir, elles veulent le pouvoir de changer les choses. Et on est en train de perdre donc ce combat, jusqu'à un effondrement complet, en vous invitant, en tous les cas les uns et les autres, à vous intéresser à l'Empire romain, parce que c'est l'Empire romain, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce sont les mêmes phénomènes, on est dans des cycles, on est dans des empires qui se créent, qui s'effondrent, et avec les mêmes processus à chaque fois. Alors, on est dans une période aussi où la science, elle est éclatante. La science, c'est un peu comme le docteur François Chabot, qui va pouvoir aller chercher partout ce processus et l'expliquer, et inviter les autres. Donc il faut utiliser aussi cette période de connaissance pour transmettre la connaissance. Il y a vraiment aussi un problème de transmission. On voit bien que les enfants ne sont plus éduqués par les parents, ils s'éduquent entre eux, ils s'éduquent sur Internet. Il y a un problème de transmission. Donc il va y avoir, comme je l'expliquais, ce qui prenait 10 ans prendra 1 an à se dégrader. Et on va avoir des comportements de plus en plus incompréhensibles. Vous allez avoir des enfants qui vont se mettre à violer. Vous allez avoir de plus en plus de violence parce qu'ils sont enfermés complètement dans ce raisonnement binaire. Donc dans l'émotion, le corps, l'impulsion, la bête, l'animal, en deçà du niveau animal. Je le répète, en deçà du niveau animal. Et dans ce combat où nous vivons les uns et les autres dans des réalités différentes en fonction de notre raisonnement, nous voulons faire de notre attitude la bonne attitude. Alors celui qui est pervers, celui qui est violent, celui qui est vulgaire, celui qui stigmatise les autres, va devoir faire de son comportement une valeur, va devoir faire de son comportement du charisme. Et puis les gamins, ils sont au milieu de tout ça, ils sont complètement paumés. Alors c'est un devoir à nous qui réalisons des vidéos d'avoir le meilleur des comportements et de montrer le meilleur des exemples. Ça, j'en suis persuadé. J'ai vécu trop de choses dans ma vie pour que vous puissiez me faire croire le contraire. Et quand tu rentres dans le raisonnement ternaire, je vous le dis, tu n'es plus corruptible. On ne peut plus te pervertir. Puisqu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas rentrer dans une complexité du raisonnement avant de faire la chose. Mais tu n'es pas dans le contrôle, tu es dans la réflexion. Donc ce n'est plus le corps, l'impulsion, l'appel de mes pulsions, mes appels sexuels, mes appels de je sais pas quoi. Non, c'est ta réflexion. Et je le retrouve justement... Par exemple, il y a quelqu'un sur Internet qui fait des vidéos sur François Asselineau. Cette personne va, tomber sur la vidéo du sophisme. Mais la personne, elle pensait qu'en fait, je critiquais François Asselineau. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas capable de raisonner la vidéo. Et j'ai souvent ça dans les commentaires. Des personnes, ils regardent la vidéo, mais ils la comprennent absolument pas. Ils réagissent à quoi? Donc à l'émotion. Et la personne va me prendre ma vidéo et la mettre et la cataloguer. Alors si j'ai compris ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a laissé tout simplement un commentaire d'une violence et d'une vulgarité exceptionnelle. Du coup, j'ai été voir sur son compte YouTube. Et là, j'ai retrouvé ma vidéo. Il a changé même le titre, parce qu'il avait mis un titre vulgaire sur cette série de vidéos.
Mais cette personne réagit complètement à l'émotion. Cette personne, elle dit par exemple, je fume le calumet de la paix. Mais le calumet de la paix, ce n'est pas insulter tes interlocuteurs dans les commentaires. Vous voyez bien comment après les personnes deviennent en quelque sorte, ils font rentrer en tout cas dans toutes sortes de pathologies, comme par exemple ça va devenir des dépressifs chroniques, hein, ça va devenir de véritables sociopathes. Hein. Je vous rappelle le terme sociopathe, ce sont des personnes qui réagissent à l'impulsion, qui ne respectent pas tes croyances, qui ne respectent pas tes émotions et qui réagissent comme ça à l'impulsion. Et on va avoir toute une société de sociopathes et avec à la tête des sociopathes. Et tout ça s'explique. Moi j'essaye de comprendre l'effondrement et de comprendre en profondeur et en m'inspirant, en me cultivant de scientifiques. Le docteur François Chabot est un scientifique. Alors on a partagé ensemble hein, un certain nombre de personnages, de vidéos, on se partage dans les liens. Je veux comprendre l'effondrement, il n'y a pas de magie. Comme par exemple dans la carte du tarot, comme l'explique la personne, vous allez avoir une aide supérieure, par exemple, qui va vous aider dans ces processus. Le docteur François Chabot, du point de vue de la matière, c'est une aide supérieure qui m'est arrivée. Puis si vous êtes croyant, il peut y avoir un niveau, un plan subtil par lequel vous pouvez aussi recevoir de l'aide, peu importe. Et vous voyez, tout s'explique. Et c'était même dans le tarot. Est-ce que oui ou non, le docteur François Chabot est une aide supérieure? Voilà, j'ai reçu une aide supérieure. Et pourquoi j'ai reçu une aide supérieure? Puisque je suis dans une démarche d'aller vers un raisonnement supérieur. Si je n'étais pas dans cette démarche, je n'aurais jamais échangé avec le docteur François Chabot. Donc si vous entrez dans cette démarche, vous allez commencer à faire des rencontres nouvelles et des personnes qui vont vouloir répondre à vos attentes, répondre à vos besoins, répondre à votre questionnement. On voit bien qu'il faut se mettre dans un processus pour en recevoir quelque chose. Mais si tu n'entres pas dans ce processus, tu ne vas pas recevoir d'aide. On ne va pas t'aider malgré toi. On ne va pas t'aider à ton dépens, on ne va pas t'obliger à changer. Vous voyez bien aussi cet intérêt de comprendre ce processus pour qu'on se pose des questions, et puis qu'au moment où ça arrive, au moment où on commence à douter de sa vie, de soi, de tout ça, et de se dire « Attends, je suis incohérent, là tout va mal », eh ben on accepte avec humilité, avec amour aussi, d'aller vers les autres, et puis d'accepter de s'influencer les uns et les autres. Et donc dans ce processus aussi du raisonnement ternaire au raisonnement binaire, quand tu es comme par exemple Cyril Hanouna, il a un succès phénoménal. Donc pourquoi devrait-il changer? Non, il va aller dans un comportement de pire en pire. Pourquoi? Parce qu'il est stimulé. Plus vous allez avoir de likes, plus vous allez avoir de vues, dans un mauvais comportement, je parle, et bien pas plus ça va vous stimuler à avoir le mauvais comportement si on like votre mauvais comportement. Alors il y a aussi des forces comme ça qui nous poussent à nous enfoncer complètement, à croire qu'en réalité, notre vulgarité, notre violence, nos stigmatisations, ça nous donne du charisme, et c'est être un roi au royaume des aveugles, quoi. Les borgnes sont des rois au royaume des aveugles. Voilà. Est-ce que vous voulez être un roi, voilà, ou est-ce que vous voulez véritablement évoluer et participer à quelque chose? Le fait de ne rechercher qu'un nombre d'abonnés, un nombre de vues et un nombre de likes, c'est une force qui s'oppose à notre évolution. Il faut qu'on aille tous vers à faire des vidéos de plus en plus de qualité. C'est pas facile, ce sont des forces et je le sais. Ce n'est pas de la critique, moi j'observe tout ce qui se passe sur Internet. Le professeur François Chabot m'observe et moi j'observe les autres. C'est les poupées russes. Hein. Et c'est comme dans le phénomène de la perversion narcissique. Il y en a un qui mange l'autre. Vous avez la grand-mère, elle est perverse, elle mange sa fille, la fille mange ses propres enfants, et on est toujours dans des phénomènes de poupées russes. Donc c'est pour ça que je disais dans la description de la précédente vidéo, ne sommes-nous pas tous le mouton de quelqu'un d'autre? Voilà, c'était juste pour moi, pour essayer un petit peu de s'arracher à tous ces mécanismes. Et voilà, j'ai vécu tout ça, je peux parler de ce que j'ai ressenti. Je me présente en tant que patient, pas en tant que maître, pas en tant que professeur. Je me présente dans ce cadre-là. Et je vais essayer maintenant, dans les vidéos futures, d'aller plus loin, d'entrer dans cette thèse et d'amener beaucoup plus d'informations. Mais ça va être pour moi, en tous les cas, personnellement, et je pense pour certains d'entre vous, parce que on commence à se connaître, même s'il n'y a des fois que des pseudos, ça commence pour moi en tout cas à devenir vraiment passionnant, et j'espère vous retransmettre cette énergie, cette passion, ce plaisir du travail que je vais pouvoir faire en tous les cas avec cette thèse du docteur François Chabot. Voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, les règles picturales de l'étoile. Je vous fais un bref rappel des règles picturales
Elle stipule que ce qui se trouve à la gauche d'un arcane représente le passé, l'introversion et le passif. Ce qui est à droite de l'arcane représente le futur, l'extraversion et l'actif. Le haut d'un arcane a à voir avec le spirituel et le divin, alors que le bas de l'arcane représente le concret et la vie matérielle. D'autre part, la tête représente l'intellect, le corps, l'action, et on pourrait ajouter évidemment ce qui se passe sur la carte en termes également d'action, de signification. Allons regarder maintenant ce qui se passe lorsqu'on regarde l'étoile. Premièrement, plusieurs éléments sont intéressants dans l'étoile. Premièrement, l'étoile est agenouillée. Un peu à l'image de l'empereur que nous avons vu dans une précédente vidéo, elle n'est ni complètement debout, ni complètement assise. Cela nous indique qu'il y a une part passive dans l'étoile, et c'est tout à fait normal puisqu'elle représente les rêves et le fait de rêver. Alors imaginez si vous êtes dans le rêve et si vous êtes en train de rêver, vous êtes complètement passif, à tout le moins en termes d'action corporelle. Mais en même temps, elle a un côté actif puisqu'elle n'est pas complètement assise. Alors pourquoi a-t-elle à la fois un côté passif, on le comprend par le rêve, mais en quoi est-ce que l'étoile a aussi un côté actif? Eh bien, tout simplement parce que l'étoile représente le fait de rêver, mais de rêver au futur. Et parce que je rêve à mon futur, parce que je rêve à ce qui s'en vient pour moi, c'est la carte de l'étoile qui permet à la fois du côté passif de rêver, mais aussi du côté actif de me tourner vers le futur et de m'orienter vers le futur. Et c'est la raison pour laquelle l'étoile représente à la fois le fait d'avoir des rêves et des espoirs, mais en même temps de s'orienter vers le futur, de s'orienter vers sa destinée, de prendre la direction de ses grands rêves et de viser la réalisation de ses grands rêves. Un autre indice dans l'action que pose l'étoile nous révèle cette idée. Vous voyez qu'elle possède 2 urnes et qu'avec ces urnes, elle verse de l'eau. Une de ces urnes est versée par terre et l'autre de ces urnes est versée directement dans une étendue d'eau. Ceci est très, très intéressant si on se souvient que l'eau, dans la symbolique des 4 éléments, vous savez qu'il y a l'air, le feu, la terre et l'eau. Alors, quelle est la symbolique de l'eau? L'eau représente de façon générale le monde intérieur, avec ses images, avec ses souvenirs, avec ses sensations, ses émotions et avec ses rêves. Alors, si quelqu'un possède une urne et qu'il verse de l'eau par terre, premièrement, on est en train de dire qu'il est en train de déverser son monde intérieur. Il est en train de déverser ses rêves, ses images, ses espoirs, ses émotions et ses impressions. Et où est-ce qu'elle le déverse? Elle ne le déverse pas vers le spirituel et le divin. Elle le déverse du côté du concret et de la vie matérielle, sur le sol, sur le bas de l'arcane. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie si je suis en train de déverser mon monde intérieur vers la concrétisation et vers la vie matérielle? Eh bien, ça veut dire que je suis en train de déverser mes rêves et mes espoirs et ce qui m'anime à l'intérieur, et je le fais sur le sol parce que ce que j'espère, c'est de concrétiser mes rêves, de manifester mes grands espoirs, de réaliser mon futur. Et c'est là où on comprend que l'urne qui verse directement dans l'eau nous ramène à tout le côté extrêmement intérieur et intériorisé de l'étoile, mais l'urne qui verse sur le sol nous rappelle que le but de l'étoile est non seulement de rêver et de se tourner vers son monde intérieur, mais aussi de prendre la direction et de prendre l'orientation nécessaire pour pouvoir réaliser ses rêves et ses espoirs dans le futur. Et maintenant, je crois que vous comprenez mieux pourquoi cette étoile symbolise l'orientation vers le futur, les grands rêves, les grands espoirs et la destinée. Et pourquoi est-ce que l'on dit souvent que l'étoile, en quelque part, arrose une graine dans le but qu'un jour elle puisse pousser et donner des fruits et donner des résultats à long terme sur quelque chose qui sera notre destinée, qui est symbolisée évidemment par les étoiles ici, qui représente notre bonne étoile, nos grands rêves et notre destinée. D'autre part,
j'attire votre attention sur le fait que l'étoile regarde vers la gauche et non pas vers la droite. Et ça pourrait nous surprendre parce qu'on est en train de parler d'orientation vers le futur, des grands rêves, de la destinée et du fait d'arroser une graine pour qu'elle puisse pousser dans le futur. Alors, dans ce sens, on pourrait s'attendre à ce que, comme dans la carte de l'impératrice qui représentait les projets, on aurait pu s'attendre que l'étoile regarde vers la droite. Si on se souvient, l'impératrice regardait vers la droite puisqu'elle se tournait dans le futur pour réaliser ses projets et ses idées. Alors, pourquoi est-ce que l'étoile, qui pourtant s'oriente vers le futur en vue de la réalisation de ses rêves, pourquoi est-ce qu'elle regarde vers la gauche? Eh bien, parce qu'à la différence de l'impératrice, elle n'est pas dans la planification qui serait vraiment représentée par un regard vers la droite, c'est-à-dire un regard actif et avec un intellect extrêmement bouillonnant. Non, l'étoile, elle est vraiment relié au fait de s'orienter vers son futur, mais pas nécessairement dans la planification ou dans un côté extrêmement, je dirais, très intellectuel ou très réfléchi, mais plutôt comme quelqu'un qui doit se laisser guider par ses sens, qui doit se laisser guider par son intuition. La carte de l'étoile va représenter vraiment le fait de se laisser guider par sa lumière intérieure, par le sentiment que sa destinée va en quelque part la mener à bon port. Et c'est ce que l'étoile nous montre. Elle nous montre qu'à la différence de l'impératrice, l'étoile ne représente pas un consultant qui planifie les choses, elle représente un consultant qui a confiance dans le futur, qui a confiance que ses intuitions, que ses ressentis, que ses feelings vont le mener à bon port, vont le mener à destination et qu'en quelque part, il y a quelque chose dans les étoiles qui est écrit, une forme de protection, une forme de guide et c'est vraiment des définitions très importantes dans l'étoile, la protection et les guides qui vont le mener au bon endroit et c'est pour ça qu'il fait confiance à son ressenti plutôt que de regarder vers la droite pour faire confiance à son intellect comme le faisait l'impératrice. Alors voilà une partie des règles picturales de l'étoile.